Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette 6e édition et c'est la dernière. On est un peu triste avec Émilie, on a gardé les mouchoirs à côté. C'est la 6e sur les webinaires de management de l'innovation en santé. Et pour cette dernière, rappelez-vous, ça a commencé en janvier. La première, c'était le dernier mercredi de janvier. Et puis depuis, on ne s'est pas arrêté. Chaque mois, on s'est retrouvés. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On a fait le design, on a fait l'expérience patient, on a fait les nouvelles organisations autonomes, la santé connectée. Et puis, cette fois-ci, c'est l'ADER d'EDER, c'est la RSE, développement durable. Et vous nous reconnaissez un peu, on a voulu être un peu provoque. Voilà, on arrête les palabres sur ce sujet-là. L'idée, c'est de, comme d'habitude, se lancer à fond dans le thème sans démonter un peu aussi les préjugés qu'il peut y avoir, sans se prendre au sérieux sur des sujets qui sont un peu sérieux. Alors du coup, pour aujourd'hui, c'est toujours Émilie et moi en backstage et nos invités guest stars du jour, c'est des personnes qu'on apprécie beaucoup et qui font bouger les lignes là où elles sont. Alors on accueille avec nous d'abord Nina. Alors Nina, elle est à la fois experte développement durable et RSE dans une grande entreprise qui est Veolia, donc elle s'y connaît un peu en mammouth qu'il faut faire bouger et qu'il faut rendre agile sur ces sujets-là. Et puis en plus, elle est coach, donc elle sait accompagner les personnes, les individus, les organisations dans la transformation des pratiques. Et puis avec nous, on a aussi la team bordelaise dans notre secteur qui commence à être connue, Dr Noël Bernard et puis Raphaël Yven du CHU de Bordeaux. Qui vous les voyez un peu sur les réseaux sociaux, super à la manœuvre sur les sujets de développement durable, qui vont nous parler de leur expérience. Ils font un peu office de pionniers dans notre secteur, donc c'est très chouette de les avoir avec nous pour qu'ils nous racontent à la fois l'histoire, mais aussi un peu les coulisses de comment ils se sont attaqués à ce sujet-là, comment ils ont embarqué autour d'eux, alors que ce n'était pas forcément attendu. Voilà. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour cette 6e édition. Alors, c'est quoi ce webinaire? Pour ceux qui nous rejoignent pour la dernière, mais pour la première fois et qui ne connaissent pas le webinaire, l'idée, c'était un webinaire, une fois par mois, sur le sujet large du management de l'innovation en santé, c'est-à-dire comment on suscite dans nos organisations une capacité augmentée, d'être capable de créer de l'innovation, c'est-à-dire de résoudre des problèmes complexes avec des solutions qui rentrent dans les usages. Et puis, du coup, on s'est dit qu'on est allé aborder ce sujet-là très vaste par le biais de petits coups de projecteur sur des thématiques qui composent cet écosystème-là. Donc, on a fait le design de services, les nouveaux modèles orga, l'intrapreneuriat, la santé connectée, et puis aujourd'hui, la RSE et le développement durable. Et puis, à qui on s'adresse? On s'adresse à tous, j'ai envie de dire, qui se considèrent acteurs du changement. Alors, je sais que, on sait avec Émilie que souvent, autour de la table, il y a à la fois des hospitaliers, qui soient médecins, paramédicaux, administratifs, et puis aussi des gens qui gravitent autour de la santé par le monde de l'innovation, du design, de l'expérience patient, des assos de patients. Donc, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière. Et l'objectif de ces webinaires, ça a toujours été de connecter les innovateurs et les intrapreneurs au sein d'une communauté. On sait que souvent, on est un peu seul sur ces sujets dans nos structures quand on le voit à l'échelle d'une structure. Et pourtant, quand on se met en lien avec les autres établissements, les autres offreurs de soins, les autres acteurs du monde de la santé qui s'intéressent à ces sujets-là, en fait, on voit qu'on est une communauté et qu'on essaye à différents endroits du système de faire bouger les lignes, chacun à notre façon. C'est aussi de mettre en partage des contenus inspirants. On est beaucoup tête dans le guidon, on a du mal à s'oxygéner, à avoir accès à des retours d'expérience, à des contenus, à des mises en lumière d'équipes et de projets qui donnent envie de se lancer et puis qui nous font un peu nous ressentir capables d'avoir de l'impact et de challenger le status quo. Et puis, c'est aussi de surmonter un peu les limites de la formation initiale, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui commencent à peine à être pris en considération souvent dans les organismes de formation, on va dire, majoritaires, par exemple dans le secteur de la santé. Et bon, finalement, ce qu'on s'est dit, se remettre en capacité d'agir, en envie, surtout, on en a besoin en ce moment dans le système de santé, et en capacité d'agir, en mettant en commun des ressources, et puis voir qu'on est nombreux à essayer de relever les challenges, même à micro-échelle. Merci Inès pour cette introduction. Alors, donc on va commencer comme d'habitude par dresser un petit panorama de ce que c'est le développement durable et la RSE à l'hôpital.
et essayer d'aller un peu au-delà, de se dire il faut éteindre les lumières et faire des économies d'énergie. Peut-être déjà quand même rappeler que les systèmes de santé ont un fort impact sur l'environnement. Dans le monde, c'est plus de 4,4% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par les hôpitaux et le secteur de la santé au sens large. Donc, on a un fort impact. Aux États-Unis, en 2013, une étude a mis en avant que les dommages liés à la pollution résultant des soins de santé étaient à la même hauteur que celle des décès dus à des erreurs médicales évitables. Donc, en polluant, par nos actions dans le système de santé, on est au même niveau que les erreurs médicales évitables, ce qui est quand même un peu dommage. Ah mince, attendez, je me trompe. Voilà. Hop, désolée, je fais la mise en page. Voilà. Et puis, donc, au Royaume-Uni, ils se sont rendus compte que pour s'ils réussissent à atteindre les ambitions de l'accord de Paris sur le changement climatique, ils pourraient sauver plus de 5 700 vies par an en améliorant la qualité de l'air, 38 000 vies par an si la population était plus active et plus de 100 000 vies par an si la population mangeait mieux. Donc, c'est des vrais enjeux sur lesquels on a une vraie main et qui ont un impact sur la population. Peut-être un petit rappel sur l'impact du changement climatique sur notre santé. En effet, voilà, bon, surtout en ces temps de canicule, on voit les impacts. Donc, c'est voilà, les températures qui augmentent, les incidents météo extrêmes, la qualité de l'air, les maladies aéroportées. Et on voit que donc, tous ces éléments du changement climatique auxquels nos comportements participent à leur niveau ont un impact sur la santé. Et donc, en ayant des établissements de santé qui ne sont pas respectueux de l'environnement, on a un impact sur la santé des personnes, que ce soit voilà, des déshydratations, des problèmes pulmonaires, de l'asthme, etc. Alors souvent, on pense que le développement durable, ça va être la partie droite de ce petit schéma, donc les achats, le procurement et les bâtiments, donc l'énergie, etc., voire les transports, donc les différents trajets. Mais alors, ça ne s'arrête pas ici. D'une part, ça va aussi plus loin sur l'impact sur les professionnels, que ce soit dans la culture, faire changer les mentalités, parce que souvent on voit que quand on aborde les sujets du développement durable, c'est pas forcément bien reçu. Le bien-être, et puis l'adaptation des structures de santé au changement climatique, parce qu'on ne pourra pas continuer à fonctionner pareil. On voit bien là l'exemple avec les vagues de canicule. S'il fait 35 dans nos services, on n'est pas en capacité d'offrir des soins de bonne durée. Et donc, il faut vraiment travailler sur l'isolation, etc., des hôpitaux. Alors, il y a différents systèmes de santé qui se sont lancés dans des démarches de développement durable plus ou moins ambitieuses. Alors, la vraie star qui ouvre la voie, c'est le NHS, le National Health Service au Royaume-Uni, pardon. Et donc, le Royaume-Uni, ils se sont donné comme ambition d'ici 2040 de réduire de 80% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et d'ici 2045, de réduire les émissions qui ne sont pas directement à leurs mains, mais sur lesquelles ils ont une influence. Ce qui est intéressant, vous le voyez sur ce petit schéma, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas aux émissions directes. Donc c'est vrai que c'est une première étape qui est importante, de travailler sur directement quelle est notre pollution propre. Voilà, là, donc c'est quel type d'énergie on utilise, notamment le gaz, quelle est l'efficience de nos bâtiments, les NHS facilities, les gaz anesthésiques, qui est un gros sujet de développement durable. Donc, comment on réduit les gaz anesthésiques, comment nos modes de transport sont polluants ou pas. Donc, ça, c'est vraiment un peu la base de ce qu'on peut faire chez nous et ce qui est souvent là où on commence, en tout cas, notamment en France et puis dans les différents pays. Quand on veut se lancer dans une démarche de développement durable, on s'intéresse à ce scope 1. Mais il y a aussi des scopes 2, 3 et les transports. Donc, c'est toutes les émissions sur lesquelles on a un impact indirect. Donc, c'est électricité, de quel type d'électricité on utilise. Et puis ensuite, sur le scope indirect, tout ce qui est lié à nos achats, à nos déchets, à l'eau, au transport de nos malades, au transport de nos professionnels,
tout ce qui est et tout ce qu'on achète en fait. Donc les dispositifs médicaux, comment les marchandises qu'on achète et les équipements sont transportés, voilà, comment la cantine est organisée, les médicaments, etc. Donc ça va vraiment plus loin que le focus sur ce qu'on peut maîtriser dans le sein d'un établissement. Ça va vraiment jusqu'au point d'impact, et on voit bien que ça serait pareil pour les hôpitaux français, mais le NHS, ils sont une administration de santé pour toute l'Angleterre. Et du coup, comme ça, ils ont vraiment un pouvoir. Donc là, ils demandent vraiment à leurs fournisseurs de respecter des engagements liés à l'environnement. Donc là, voilà, on voit un peu un petit rappel de quoi on parle quand on parle de développement durable à l'hôpital. Donc on a les bâtiments, tous les produits chimiques, tout ce qui est en lien avec le climat, l'énergie, le leadership, parce que ça ne se fait pas tout seul, on va le voir avec les différents exemples qu'on a, il faut vraiment des hommes qui portent les choses, des personnes passionnées. L'industrie pharmaceutique, les achats, l'eau, les déchets, l'alimentation, les finances, parce que y a pas mal d'établissements qui font la démarche de mettre leurs comptes en banque dans des banques responsables, par exemple. Et puis le RSE, la responsabilité sociale des entreprises, et du coup une approche beaucoup plus large, plus sociétale. Un deuxième exemple, très rapidement, c'est l'exemple de Kaiser Permanente. Donc on en avait parlé de Kaiser Permanente dans notre premier webinaire avec Inès, qui a passé un an il y a quelques années. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que Kaiser Permanente, ils ont une approche qui est du coup en fusée. Donc, le premier niveau, ça a été de rationaliser leur consommation d'énergie avec l'installation de panneaux électriques, de structures pour s'alimenter qui sont plus responsables, et puis du coup de racheter des émissions carbone pour balancer leurs émissions incompressibles. Donc ça, c'était un peu la première étape, ce qui leur a permis de devenir neutre carbone en 2020. Ils ont travaillé sur leurs bâtiments, ils sont certifiés LED, ils ont réduit leur consommation d'énergie, ils ont réduit leur consommation d'eau. Enfin voilà, on voit qu'ils font vraiment tout ce qu'il faut faire pour avoir une démarche de développement durable. Et ce qui est assez original, et là où on ne voit pas forcément toujours cette étape de la fusée, c'est qu'ils sont aussi allés au-delà en se disant notre responsabilité, c'est d'une part de ne pas créer de dommages, donc de ne pas polluer, de ne pas avoir un impact sur l'environnement, mais aussi de soutenir les populations avec lesquelles on travaille pour qu'elles soient en bonne santé. On voit bien que souvent, c'est les populations les plus vulnérables qui sont touchées par la pollution, qui sont dans les quartiers les plus chauds avec des zones de chaleur, des îlots de chaleur, etc. Et donc, ils ont vraiment cette notion de thrive qui est de soutenir la population, aller au-delà de on ne cause pas de dommages à notre population avec laquelle on soigne, mais vraiment on les aide à faire face au changement climatique et à changer leurs pratiques au quotidien. Donc on voit vraiment qu'on va d'une démarche qui est centrée sur l'hôpital à une démarche qui va être plus large. Et puis le dernier point que je voulais mettre en avant dans cette très 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 rapide introduction, c'était que au-delà du fait que et c'est important de ne pas polluer et donc de ne pas avoir un impact néfaste sur l'environnement, il y a de nombreux établissements qui se rendent aussi compte que la nature est aussi un outil thérapeutique et un allié thérapeutique, et que du coup, il faut intégrer la nature dans le fonctionnement des établissements. Donc c'est par exemple le cas dans un EHPAD aux Pays-Bas qui s'appelle PNMS, où du coup, ils ont vraiment une démarche d'innovation centrée sur la nature. Et donc, ils profitent de ça. Et donc, j'ai mis rapidement. Donc, tout ça, c'est pas des choses qui sont déclarées comme ça. Il y a vraiment des études, des démarches de recherche qui sont faites sur le sujet, en disant que, voilà, être dans la nature, ça permet d'augmenter la volonté de faire de l'exercice, d'améliorer sa respiration, d'améliorer sa concentration, de réduire les niveaux de stress, d'être de meilleure humeur, d'être plus autonome, d'avoir une alimentation saine. Et donc, il y a beaucoup d'hôpitaux, voilà, aux Pays-Bas, à Singapour, enfin, dans de nombreux endroits, qui font rentrer la nature dans leur hôpital ou dans leur EHPAD pour soigner les populations. Voilà, donc c'est très rapidement un brossage un peu du panorama sur le développement durable. Et je vais donner la parole à Nina pour nous parler de son expérience à Veolia en tant que transformatrice et coach en RSE. Très inspirant, merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous.
En fait, en 2011, j'ai commencé une mission de développement durable au sein d'une boîte du CAC 40, à savoir Veolia, et c'était en Asie. Et pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé en faveur de la transformation durable de l'organisation et de son écosystème. Et aujourd'hui, en plus d'être actrice du changement, je suis aussi coach à impact pour aider et accompagner les organisations et les professionnels à repenser leur activité et à relier mission et action au quotidien. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage, un partage d'expériences multiples, sans exhaustivité, sans vérité absolue. Mon ambition, c'est de vous partager des enseignements que je tire des cheminements à impact, ce type de voyage qui commence souvent par beaucoup de flou, mais aussi beaucoup d'envie, plein de questions et qui peut arriver à des vraies transformations durables. Oui, parce que si on passe à la deuxième slide et que vous êtes comme moi à l'époque à commencer un poste en RSE ou de près ou de loin sur ces enjeux, vous pouvez être un petit peu perplexe, tel le Pikachu en haut de cette slide, par rapport à la complexité des enjeux, la multiplicité des attentes qui sont parfois contradictoires et les préjugés sur ce type de poste, que ça qu'on aille du greenwashing à la conformité en passant par la sauveuse ou la certification. Moi, ce que j'ai décidé à cette époque, il y a 10 ans, et ma recommandation en règle générale, c'est plutôt d'être la cuisinière. On peut regarder, voilà, la prochaine slide, merci Émilie, la cuisinière qui fera du développement durable le fondant, le côté fondant du gâteau au chocolat. Et c'est parce que il y a ce cœur fondant que tout le monde veut le gâteau. Et donc, en fait, pour moi, mon idée, c'était de faire en sorte que c'est parce que le développement durable aura été au cœur de l'organisation qu'elle sera appréciée et recherchée. Alors, comment on fait concrètement pour passer du concept du développement durable, qui est quand même très large, très complexe, à la pratique dans le quotidien? Moi, j'aime bien me positionner sur 4 axes clairs pour évaluer finalement si un projet ou une décision est en accord avec les principes de transformation durable. D'abord, c'est se rappeler qu'on n'est pas propriétaire, mais on est locataire sur cette planète et que du coup, la durabilité de l'économie ou de notre activité va dépendre de la durabilité, des bonnes conditions de la nature dans laquelle on s'intègre et de la société dans laquelle on vit. Donc la question, ça va être, est-ce que mon action est en accord avec les enjeux écologiques et sociaux, économiques qui m'entourent? La deuxième question, c'est s'assurer de voir si la décision qu'on va prendre ou le projet qu'on a va avoir un bon impact sur le court, mais aussi sur le long terme, parce que parfois on tombe soit dans l'un, soit dans l'autre. Et puis s'assurer que cette décision prend en compte l'ensemble des parties prenantes, en tout cas les parties prenantes clés qui nous entourent, et pas simplement le boss par-ci ou l'actionnaire par-là. Et puis le dernier point, c'est de se demander si sa décision ou si son projet s'ancre dans une ambition forte et exigeante, un vrai rêve, un vrai idéal de société d'un côté, et de l'autre côté, une mise en œuvre pragmatique et progressive. En fait, c'est l'alliance de tous ces opposés, ces éléments qu'on oppose dans la société qui va permettre, je crois, d'avoir des actions et des transformations durables. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être des catalyseurs du changement, c'est-à-dire d'être des personnes qui vont permettre un changement d'état d'esprit, de pratique, de comportement, de processus. Et souvent, quand on est dans ces positions-là, en tout cas, moi, les questions que j'ai en règle générale, c'est d'accord, mais par où commencer, comment s'arrêter, quel est notre rôle, comment on sait convaincre les gens, et puis comment faire face aussi au manque de reconnaissance dans ce type de fonction. Je ne sais pas si vous le vivez, mais en tout cas, c'est des retours qu'on me fait souvent. Et en fait, moi, ma réponse, c'est de dire que la question, c'est pas vraiment d'être reconnu comme la personne à contacter, comme la référence RSE de l'organisation, comme la personne indispensable et le sauveur ou la sauveuse, mais c'est plutôt de créer les conditions de sa disparition pour faire en sorte que la mission, les actions, la façon de travailler, de parler et l'environnement soient complètement alignés. En fait, notre mission, c'est de faire perdurer le changement comme un état de fait visible et normal et de faire en sorte que notre banalité soit preuve de notre succès.
Alors, ceci étant dit, la question c'est sympa, mais comment on fait? Eh bien, moi j'aime bien penser en 2 temps. Je crois que la transformation durable, c'est un art et c'est une science, et ça va de manière progressive. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Merci. En gros, on a trois grands axes, 3 grands rôles, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire un changement. C'est d'abord de connecter, de sensibiliser, ensuite de donner un cadre pour favoriser l'action, et puis célébrer, challenger et innover. Alors, pour vous donner quelques exemples, pour connecter, déjà faire attention que ce qu'on va proposer ou les initiatives qu'on va faire sont en accord avec les besoins de la personne et son niveau de maturité. Et puis aussi sensibiliser, ça peut être, nous on a lancé des podcasts en fait où on interviewe des ressourceurs, des acteurs du changement, que ce soit en interne ou en externe, pour inspirer. Mais on peut aussi faire des fresques du climat, fresques de l'économie circulaire, fresques aussi du facteur humain. Pour donner le cadre et favoriser l'action, nous, ce qu'on a lancé, c'était finalement un travail collectif, d'intelligence collective, avec différents représentants des entités opérationnelles de notre zone. Et on a co-identifié les axes stratégiques qui avaient un sens pour notre organisation et pour nos parties prenantes. Et on a co-développer des pilotes en fait opérationnels pour apprendre, voilà. Et c'est lié à mon 3e point, qui est de célébrer en continu les réussites et les boulettes, parce que en fait c'est un sujet tellement complexe, tellement compliqué, les enjeux de RSE, que si on attend d'être parfait, soit on fait rien, soit on attend tellement longtemps que ça n'avance pas. Donc c'est vraiment important de célébrer voilà, les réussites, les apprentissages, et de toujours chercher à s'inspirer pour faire mieux, pour faire différent. Donc ça, c'est un peu sur les axes, j'ai envie de dire, les positionnements. Après, sur le contenu, si on passe à l'autre slide, pour moi, il y a 6 grands enjeux, en fait, 6 grandes catégories d'actions à toucher d'une manière ou d'une autre si on veut s'assurer d'une transformation durable dans une organisation. L'idée, c'est pas forcément de tout faire, de tout contrôler, c'est un peu plus d'agir comme une petite abeille qui va apporter son pollen là où il y a un besoin, et en fonction aussi de sa force et de ses capacités à soi. Mais en gros, je dirais qu'il y a la gouvernance, donc comment on va décider, comment on va gouverner, et puis le leadership dont parlait Émilie, donc comment on va incarner ce changement. Le 2e point, c'est comment on va intégrer les enjeux de développement durable au sein de la stratégie et au cœur même de la stratégie de l'organisation. Comment on va développer des savoir-faire et des savoir-être différents, inspirants. Et puis, le 4e point, c'est peut-être aussi repenser les pratiques opérationnelles du quotidien, les offres, les modèles d'affaires, et s'assurer un suivi continu de la performance pluriel, c'est-à-dire sur tous ces sujets-là, sur les enjeux environnementaux, sociaux, économiques, pour pouvoir avancer. Alors, juste pour vous donner un petit exemple concret, parce que je peux pas forcément rentrer dans le détail, mais une action qui peut illustrer certains de ces éléments, c'est nous en Asie, en Inde, on est en Inde, au sein de Veolia, et en fait, on apporte de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des communautés qui n'en ont pas forcément, notamment des bidonvilles. Et comme vous le savez, si vous êtes dans la santé, le fait de ne pas avoir ce type d'eau en continu peut créer en fait des problèmes et des risques de santé. Donc ça, c'est une manière de contribuer. Mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, les gens s'étaient habitués en local à ce type d'inconvénients, même si ça a des risques socio-économiques, et que du coup, ils ne comprenaient pas forcément l'intérêt, en fait, d'avoir de l'eau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé, on a fait un partenariat avec des acteurs en locaux, ce qu'on appelle des social welfare teams, c'est un peu des voisins malins, si vous voulez, des gens qui sont convaincus et qui vont du coup à leur tour convaincre et parler avec leur vocabulaire, leurs références à leur communauté. Donc ça, c'est une manière d'être en alliance. Voilà. Alors, pour vous donner peut-être, je vois le temps qui passe, donc j'avance un peu. Pour vous donner un exemple concret de déploiement, un cas d'étude de déploiement de la raison d'être, je prendrai celui de Veolia parce que c'est celui que je connais le mieux et où j'ai été directement impliquée. L'idée de cette entreprise, c'est de se dire qu'une entreprise est prospère parce qu'elle est utile et non l'inverse. Et donc, du coup,
Notre utilité, en fait, c'est de contribuer à la transformation écologique. On a formalisé notre raison d'être, puisque en fait, à la base, Veolia a été créée, je ne sais pas si vous le savez, mais pour des raisons, pour pallier les problèmes de santé liés aux maladies dans l'eau. On l'a formalisé en 2019 et on s'est dit que un texte c'était super, mais si c'était pas allié à une approche pratico-pratique, ça allait pas forcément être facile de l'incarner au quotidien. Et donc du coup, on a identifié 5 parties prenantes clés qui sont la nature, les clients, les actionnaires, les employés et la société. Et on s'est posé la question de comment être le plus utile à ces parties prenantes-là. Et on a identifié finalement une vision plurielle de ce qui est une belle performance en liant des objectifs, des intentions avec des indicateurs, des très concrets qui sont aussi liés aux ODD, aux objectifs des Nations Unies pour le développement durable, et qui impactent directement notre gouvernance et les bonus en fait de nos top managers, mais aussi de nos employés. Alors, je vous disais, ça c'est peut-être la prochaine slide, comment en fait une entreprise peut s'assurer que la raison d'être, les enjeux de RSE sont au cœur de ses activités et de son business au quotidien. Pour vous donner un exemple qui va vous parler, j'espère, c'est la manière dont notre entreprise va apporter un soutien aux hôpitaux. Donc ça va être s'assurer de la performance énergétique, réduire la consommation en eau, s'assurer de prévenir les risques santé liés à l'eau, de traiter aussi les déchets potentiellement infectieux ou dangereux. Un petit exemple concret, on travaille avec plus d'une vingtaine d'hôpitaux, notamment le CHU de Reims, pour qui on a traité 3000 tonnes de déchets et favorisé 70% de valorisation de matière. Alors, pour finir, vous allez me dire... oui, bon, alors c'est sympa Nina, mais c'est une boîte du 440, c'est énorme, ça fait 11 ans que tu es dessus. Bon, nous, si on commence, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y met? Moi, ce que je vous propose, c'est une méthode que j'appelle POPA. Ça veut dire partir de soi, oser, polliniser et s'allier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que les gens ne vous suivront pas si vous n'incarnez pas le changement. Ça ne veut pas dire l'incarner parfaitement, personne n'est parfait, mais il faut être parfaitement imparfait. Et donc, du coup, partir de soi, c'est comprendre ses forces, comprendre ce qui vous motive, et aussi ce que vous pouvez apporter au regard du besoin en local, et ensuite oser se lancer malgré la peur ou malgré la complexité des choses, et faire confiance dans le fait que votre mouvement va inspirer les autres à aussi agir comme des abeilles. Je reprends les abeilles, pour créer un momentum, en fait, un mouvement. Voilà. Et donc, le dernier conseil que j'ai, c'est s'allier. S'allier, ça va de l'inspiration, comme aujourd'hui, c'est ce webinaire, et j'en profite pour célébrer Inès et Émilie. Ça va aussi de créer des communautés d'acteurs et d'actrices du changement en interne et en externe, et de se faire accompagner tout au long. Et lire. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité et je vous propose d'accélérer ensemble parce qu'on a vraiment besoin, dans ces enjeux socio-économiques urgents, d'avancer ensemble main dans la main plutôt que de se diviser et de se critiquer. Merci beaucoup Nina pour cette présentation très inspirante. Je vous propose qu'on garde les questions pour après la présentation du CHU de Bordeaux, à qui je donne la parole tout de suite. Hop. Voilà. Merci Émilie et Inès. C'est moi, Raphaël, qui vais dire un mot en introduction. Et puis ensuite, c'est Noël Bernard, le docteur Noël Bernard, qui va présenter ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, cette expérience, ce projet assez unique et innovant des unités durables. Je crois que ce qui a été dit là juste avant, il y a plusieurs termes qui résonnent particulièrement pour nous au CHU de Bordeaux. De mettre la transformation au cœur de l'organisation, bien entendu, c'est le parti pris qui a été le nôtre avec ce projet des unités durables. La communauté d'acteurs du changement, je crois qu'on est en plein là-dedans parce qu'on est aussi convaincus
qu'on ne peut pas transformer une organisation et a fortiori un hôpital sans que les acteurs qui sont au cœur de la mission, de la production, donc les équipes médico-soignantes, ne soient pas celles qui, ou en tout cas qui contribuent fortement et qui aident à porter ces objectifs, parce qu'on n'arrivera pas à mettre en place une transformation de l'organisation si elle ne permet pas d'assurer cette évolution dans la manière de conduire nos missions et de réaliser les soins au sein d'un hôpital. Mais le docteur Noël Bernard vous dira tout ça très, très concrètement. D'un point de vue plus général, moi, à mon arrivée, et c'est désormais la terminologie qu'on a utilisée au CHU de Bordeaux, on a laissé de côté le développement durable. On considère, enfin je considère en tout cas que c'est quelque chose qui est peut-être trop connoté, qui renvoie à une période où on avait le temps d'agir, où finalement on abordait les sujets. Je comprends qu'il faille donner une dynamique positive et les aborder de manière constructive, mais en même temps il faut aussi se dire que derrière il y a des vrais enjeux de transformation et donc il faut changer des choses. Il ne faut pas forcément faire plaisir à tout le monde, et il y a aussi cette urgence d'adaptation face aux crises écologique. Donc, on a adopté une terminologie plus volontariste et on parle désormais de transformation écologique. Par contre, ce qui est sûr, et là, je crois qu'on le partage, Inès l'a dit en introduction, c'est que l'hôpital, il a aujourd'hui besoin d'air, il a besoin de souffle, et le projet des unités durables et plus largement tout ce qu'on peut conduire sur la transformation écologique, je crois que c'est quelque chose qui fait sens pour tout le monde et ça peut être un nouveau référentiel commun, un nouvel objectif commun, au-delà des missions de soins, de recherche et de formation qu'on assure au sein du CHU. Je pense que ça peut être le vrai ciment d'un nouveau contrat au sein de l'hôpital et une vraie cause commune pour réinventer une nouvelle manière de travailler ensemble, d'organiser les soins, de relations avec le patient et puis de positionnement de l'hôpital dans son environnement. Ça, c'est le premier point. Il y a l'urgence écologique, bien sûr, parce que je crois qu'on n'est plus à une période où on peut se draper d'euphémismes et d'objectifs intermédiaires. Je pense qu'il y a une urgence à agir et à transformer le système de santé. Donc, il faut être courageux et puis s'engager collectivement et individuellement dedans. Donc, c'est une nécessité. C'est aussi une opportunité de réinventer les choses. Et je crois que c'est ce qui guide aussi vos réflexions au sein de ce webinaire. C'est comment est-ce qu'on peut transformer notre système et transformer l'hôpital. Les unités durables sont une vraie expérience pour cela. Vous allez le voir, ça crée un véritable mouvement autour de leaders. Je pense qu'il n'y a pas de mouvement sans personne qui inspire et qui impulse le mouvement. Noël Bernard fait partie de ces personnes-là. Mais ce qui m'a surpris au CHU de Bordeaux, dans mes représentations et dans mes connaissances précédentes, que ce soit au ministère de la Santé ou dans d'autres hôpitaux, je trouvais qu'il y avait une forme de concurrence finalement dans l'engagement entre les enjeux de transformation écologique et ceux de mission de soins qui sont déjà très prenants, qui nécessitent beaucoup d'énergie, d'engagement de soi, de mobilisation de moyens. Et il y avait une forme de concurrence qui pouvait exister. Donc, je trouvais que le système de santé était un peu le parent pauvre de la transition écologique. Et je suis arrivé à Bordeaux et j'ai vu qu'il y avait des chefs de service, des professeurs de chirurgie, des aides-soignants, des infirmiers, des cadres qui étaient vraiment engagés et en nombre assez conséquent. Donc, je pense que ça atteste à la fois d'une particularité peut-être bordelaise, mais aussi d'un mouvement plus général et d'une volonté d'engagement plus général. Donc ça, c'est porteur d'espoir et il faut qu'on construise là-dessus justement pour mettre la transformation au cœur de l'organisation. Et les unités durables en sont le parfait exemple. Il faut agir sur la structure, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux de transformation, transition énergétique, de mobilité, etc. Donc, ça nécessite des décisions à grande échelle et ça se complète avec ce mouvement du terrain au cœur des organisations. Et le dernier point que je dirais avant de laisser Noël Bernard rentrer dans le vif du sujet, c'est que je pense que ces exemples et ce mouvement que ça génère, ça permet aussi d'avoir une forme de, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, mais de lobbying à tous les niveaux, de lobbying interne, parce que le mouvement qui s'agrandit, ça fait monter aussi l'exigence collective et donc ça nous conduit à aller plus loin dans nos décisions. Et puis, à d'autres niveaux du système de santé, à l'échelle régionale, ça permet aussi de positionner ça comme étant une priorité de transformation du système de santé et une demande prioritaire des professionnels de santé et des patients, parce que il va falloir prendre des décisions courageuses et fortes
Et donc, il faut montrer aujourd'hui que c'est un incontournable et c'est une priorité pour tous les acteurs du système de santé. Voilà, j'ai déjà été trop long et je vais écouter avec plaisir la présentation que je connais, mais et qui est toujours passionnante à entendre et à écouter. Et merci à Noël Bernard, avec qui c'est une grande joie de travailler et d'inventer toutes ces choses. Super, merci Raphaël et merci Inès et Émilie de nous laisser l'espace pour raconter cette histoire des unités durables. Donc la suivante. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, la suivante, voilà, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors en termes de développement durable, c'était dans l'ancienne dénomination, effectivement, maintenant on parle de transformation écologique au sein du CHU de Bordeaux. C'est une vieille histoire, hein, puisqu'on est en piste depuis 2008, voilà, avec un engagement de la direction, avec des actions menées dans le cadre d'un agenda 21, donc c'est plus de 120 actions. Et un point extrêmement important, donc il y a eu la création de ce groupe, donc développement durable, puis maintenant transformation écologique. Voilà, il y a l'inscription de la transformation écologique au projet d'établissement. Ça, c'est un point, je pense, extrêmement fort pour engager l'institution. Donc, initialement, c'était en 2011, hein, ça a commencé à être inscrit au projet d'établissement. Et là, maintenant, la transformation écologique est véritablement une des 9 thématiques retenues au projet d'établissement. Donc ça, c'est important. Et puis, Raphaël l'a souligné, il y a un engagement déjà, une volonté de nombreux professionnels de faire avancer cette transformation au sein de l'établissement. Il y a des acteurs déjà très dynamiques sur le terrain. Alors, vous voyez dans le petit encadré, donc c'est une représentation de notre établissement. Nous, c'est entre 14 et 15 000 salariés. Et voyez en bas à droite un petit réseau des ambassadeurs qui avait été créé en 2012. Donc, j'en faisais partie. Et l'idée, c'était que ces salariés de toute profession soient là pour animer un réseau et puis diffuser la bonne parole, participer à des actions de sensibilisation, par exemple sur la mobilité ou sur le tri des déchets. Et puis, vous voyez, sous le GTE, il y a 3 petits personnages. Donc ça, c'est en 2016. La direction a décidé, alors on avait déjà un ingénieur développement durable, mais l'idée, ça a été de créer un trio avec une cadre de santé et un médecin, en l'occurrence moi, donc qui suis devenue copilote en 2016 de ce groupe de transformation écologique. De cette place, j'ai vu qu'il y avait quand même des manques. Alors difficulté pour les ambassadeurs de se positionner parce que bien souvent isolés dans leur unité. Et puis ce que j'ai vu, très nettement, c'était le manque de visibilité, à la fois de ce qui était fait déjà par l'institution et qui n'était pas bien visible, de la part des salariés, et à l'inverse, des actions menées par des salariés sur le terrain qui n'étaient pas visibles finalement, de la direction et des autres partenaires. Donc avec, comme toujours chez nous, hein, beaucoup de cloisonnement, pas très profitable pour faire avancer une telle démarche. La suivante. Donc, en 2019, bah, j'ai pris, je dirais, un petit peu de hauteur de cette place. Alors moi, je suis médecin, j'ai piloté une unité pendant 30 ans, donc je suis un peu sur le terrain quand même. Et puis, bon, j'étais dans le monde du VIH, hein, j'étais nommée sur un poste SIDA donc dans les années 90. Donc finalement, j'ai eu plein de relations avec des collègues, de nombreuses équipes, hein, que ce soit pneumo, d'anapath, etc. Enfin, vous imaginez bien qu'avec le VIH, on a dû taper à plusieurs portes. Et donc, je suis allée chercher parmi mes collègues, j'ai tapé aux portes, j'avais créé un groupe que j'avais appelé PHDD, hein, praticien hospitalier développement durable, et j'avais été voir en disant, voilà, qui est intéressé, qui a envie d'avancer sur cette question. Et parmi, j'ai donc constaté qu'il y avait des équipes qui étaient motivées, notamment l'AREA médicale sur un autre site, et c'était très intéressant. Ils étaient venus voir ce que je faisais dans mon unité, et puis moi j'avais été voir ce qu'ils faisaient chez eux, puis je me suis aperçue qu'on faisait un peu la même chose, et je me suis dit, bah, c'est chouette, mais c'est un peu dommage, on va essayer de le faire ensemble. La suivante. Alors, l'histoire continue avec, j'avais entendu parler du travail sur les blocs durables, bon, mené avec la SFAR et le C2DS, et je dirais que le début de l'histoire des unités durables, c'est la bassine.
Voilà. La bassine, c'est quoi? C'est un infirmier de réa chirurgicale qui un jour vient au groupe de transformation écologique et dit: «Voilà, moi, je vous présente mon projet. Dans mon projet, ben voilà, on va essayer d'économiser l'eau et on va utiliser pour la toilette des patients au lit, on va utiliser des bassines de 5 litres plutôt que des bassines de 10 litres». Alors c'est voilà, on se dit: «Qu'est-ce qui va se passer avec ça?» Et en fait, pour moi, ça a été le début de l'histoire. C'est que si on veut changer nos pratiques dans le quotidien, et ben, c'est à celui qui fait. C'est celui qui fait qui sait. Et seul un infirmier ou seule une aide-soignante peut avoir cette idée de la bassine. Donc c'est à partir de là que j'ai imaginé le projet des unités durables. La suivante, et puis, j'ai envie de dire dans ma boîte à outils, j'en avais 3 importants. Alors, bien évidemment dans ce webinaire qui nous réunit, je serai bien sûr comprise. C'est la question de la pluridisciplinarité, la pluriprofessionnalité, parce qu'avec le VIH, ben, vous imaginez bien qu'on n'a pas pu travailler seul et on a été obligé de travailler en réseau. J'ai d'ailleurs piloté un réseau, VIH, ville-hôpital pendant 15 ans. Donc le travail en partenariat avec différents regards, ben, j'avais compris l'intérêt. J'avais aussi bien sûr compris l'intérêt de l'intelligence collective et puis la créativité, hein, ça a été déjà évoqué tout à l'heure. Donc, comment on peut imaginer, face à une difficulté, trouver des solutions en créant d'autres univers. La suivante. Donc le projet des unités durables, je l'ai présenté la suivante à la direction, qui a accepté. Et ça c'est vraiment un point pour moi qui est, absolument fondamental, et Raphaël a complètement, souscrit à cette idée, et c'est un groupe que l'on copilote tous les 2. Donc le projet, c'est quoi? C'est on a mis autour de la table, 8 unités qui avaient été repérées, donc on appelait, les unités pilotes. Donc il y avait la fameuse réa médicale qui nous a rejoints, bien évidemment, 2 blocs de chirurgie, la maternité, mon service, mon unité de médecine, un service de neurologie et puis 2 services transversaux, anesthésie réa, ça a déjà été évoqué l'importance, et puis un laboratoire, d'anatomopathologie, et on a décidé ensemble, d'écrire le cahier des charges de l'unité durable modèle. On a été accompagnés par un cabinet, c'était notre ancien, ingénieur développement durable, donc un accompagnement de type formation action. Raphaël tenait beaucoup à ce qu'on fasse remonter les besoins, et bien sûr, on a été, aussi accompagnés par les équipes de soutien, l'hygiène. Donc là, je salue, l'importance dans ce travail, bien sûr le groupe déchets, le groupe mobilité, l'informatique et cetera. La suivante. Donc, on a commencé le travail, donc la première réunion, c'était en novembre 2020. On a bien, formalisé le cadre, hein, donc l'idée vraiment, c'était d'être extrêmement pratique. On a choisi ensemble une dizaine de sujets, bien sûr le tri des dasseries, un groupe autour de la pertinence des soins, puisqu'on avait aussi, le groupe pertinence qualité avec nous, et puis par exemple, l'optimisation de l'utilisation des gants à usage unique. Ensuite, les groupes de travail se sont mis en place, de façon extrêmement souple, hein, avec affinité. Plusieurs unités ont travaillé sur le gant à usage unique, par exemple. Plusieurs unités ont travaillé sur le tri des dasseries. Ensuite, il y a eu des réunions plénières, et puis, 2 moments ont été très forts. À l'été 2020, il y a eu une refonte du plan. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on était parti du tri du dasserie, et finalement, on a compris qu'il fallait qu'on élargisse un petit peu notre champ de vision. On a du coup, pensé la question de l'usage unique, et puis on a remonté, à la notion des achats. Donc finalement, on est parti du dasserie pour, finalement, penser économie circulaire. Et puis un autre, moment était très, très fort, c'était la visite de 4 des unités, et là, on a vu sur le terrain qu'il se passait plein de choses, et donc on a vraiment complété. On avait 10 points au départ, et là, on a pu, heu, ajouter des retours d'expérience de nos collègues dans les unités. La suivante. Alors là, il y a eu un petit bug de typo, mais là, finalement, le dispositif, hein, à la même échelle, il y a en haut le guide, hein, le guide des unités durables. Il y a ensuite les boîtes à outils que nous sommes en train de créer, et puis la grille de labellisation, la suivante. Donc dans le guide,
Dans le guide, eh bien, on a des choses extrêmement pratiques. Alors, on a un peu d'informations sur l'économie circulaire, par exemple, mais on a aussi des fiches guides qui ont été élaborées par les salariés. Par exemple, notre collègue neurologue, nous raconte comment elle a, dans son équipe, permis de gérer des épisodes d'anxiété des patients sans psychotrope, mais avec l'aide de la méditation. Et puis, vous voyez, en bas à droite, la toilette éco-conçue. Donc là, c'est écrit, par des aides-soignantes qui ont réfléchi, vraiment sur le terrain comment faire une toilette, plus respectueuse de l'environnement. Et en fait, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'elles pensent leurs soins au lieu de partir systématiquement avec, plein de paires de draps, plein de gants et cetera. Elles ciblent, elles font d'abord une évaluation du besoin et ensuite, elles rentrent dans la chambre du patient. Et ce qui est très intéressant, ça a déjà été dit tout à l'heure, il y a du coup un impact écologique, mais aussi bien sûr un impact économique, mais aussi un impact humain qui est extrêmement intéressant, à la fois pour le patient puisque le soin est ciblé et puis pour l'aide-soignante qui le fait. La suivante. Donc dans les boîtes à outils, là aussi, il y a plein de choses. Et juste, je vais focaliser sur, l'affiche que vous voyez en bas à gauche, hein, sur le tri du DASRI. Et bien là, la demande de l'équipe, pluridisciplinaire qui écrivait le guide, c'était d'avoir une affiche ciblée pour les services de soins de type médecine et spécialité, mais une autre affiche spécifique pour les blocs, et l'AREA, et puis, une autre affiche pour, des services comme les laboratoires. Donc, vous voyez, vraiment la demande, hein, ces outils sont faits par des salariés, pour des salariés, donc extrêmement, collés aux besoins des équipes. Et puis, vous voyez, en bas à droite, c'est, l'exemple, de ce qu'utilise notre collègue de la maternité quand elle fait ses réunions de développement durable. Elle a une maquette. Eh bien, cette maquette, on la propose à l'ensemble des unités. La suivante. La grille de labellisation, en un mot, elle est faite pour, bien sûr, pour labelliser, on va en reparler, mais elle a aussi l'intérêt de servir de fil guide, aux équipes qui se lancent, donc permettant de jalonner la démarche. Et puis ça permet aussi aux équipes de s'auto-évaluer. La suivante, et bien sûr, nous y tenions beaucoup. L'idée, c'est vraiment de valoriser, les équipes qui sont engagées. Et donc à ce jour, 3 unités ont été labellisées. Alors ce qui est intéressant, parce que ça nous permet aussi d'aller voir, hein, de décloisonner, d'aller voir ce que font les autres. C'est bien sûr valorisant pour une équipe de savoir qu'elle a été, labellisée à 2 feuilles sur 3. Ça permet de communiquer dans l'équipe, ça permet de communiquer à l'extérieur. Et donc on va bien sûr continuer, ce travail de labellisation, dans tout le CHU. J'ai appris il y a peu qu'on devrait avoir labellisé, nos 300 unités dans les 2 ans qui viennent, donc on a un peu de travail devant nous. La suivante. La suite, très rapidement, hein, on a communiqué, on a communiqué en interne, on communique aussi en externe, le guide est diffusé. Et puis on va essayer d'aller chercher d'autres unités avec toujours ce souhait de venir enrichir le guide, hein, qui ne sera pas figé dans le temps, venir enrichir les boîtes à outils avec de nouvelles expériences, des salariés, des équipes qui vont nous rejoindre. La suivante. Pour terminer, je dirais, pour appuyer un petit peu le bilan de ce travail, les obstacles, eh bien, c'est forcément le temps qui a été nécessaire pour faire ce chantier, mais globalement, ça s'est bien passé. Il nous a manqué peut-être un designer, donc on a essayé de se débrouiller comme on a pu, mais finalement, on devait avoir un peu d'imagination et on est arrivé. Je ne vous cache pas que j'ai un peu peur pour la suite du temps nécessaire pour les futures unités, pour les référents unités durables, que nous allons accompagner. Il nous faudra du temps, donc là, il faut vraiment qu'on arrive à l'intégrer dans nos fonctionnements. Et puis les leviers, bien évidemment, hein, la transformation, écologique est un sujet très fédérateur. C'est un sujet pratique qui est au
cœur de nos actes du quotidien. Donc ça parle à beaucoup de salariés, ça a du sens, ça redonne du sens. Et là, effectivement, je pense que c'est extrêmement important en la période. Bon, j'en ai parlé de la créativité, de l'inventivité, ça c'est vraiment intéressant. Et puis la boucle d'acteurs, hein, Raphaël l'a dit, mais dans l'équipe des unités durables, il y avait de nombreuses professions. On a pu travailler ensemble, ça c'était important. C'était important que Raphaël soit là pour représenter la direction. Ça, je crois que c'est vraiment important. Ça avait beaucoup de sens et d'impact pour ce groupe de travail. Et les enseignements, ben, ça marche, c'est à refaire. Et je dirais pour terminer que, on en a parlé avec Raphaël, mais pour les prochains projets, on aurait bien envie de réutiliser cette méthode qui marche. Alors il y a la convergence médico-soignante, il y a la place des usagers, hein, dans le cadre de la démocratie sanitaire, mais pas que. Il faut qu'on intègre les usagers dans ce travail sur les unités durables. Et puis, voilà, après être allé voir ce qui se fait dans les HAD, à la PHP, donc invitée par Adrienne et Inès, beh, je me dis que ça serait peut-être intéressant pour, repenser nos organisations, des unités de soins. Je pense aussi au webinaire, hein, qui a été fait sur les soins à domicile. Et là, je me dis qu'on aurait vraiment, quelque chose à imaginer un peu avec le même modèle pour repenser nos organisations dans les équipes et repartir au cœur du soin, au cœur de ce qui fait sens pour, nous tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noël. Je vais rajouter tout le monde dans notre discussion pour qu'on puisse tous s'entendre. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que il y a tellement de passerelles qui se tissent entre les thèmes qu'on a choisis, entre le design, l'expérience patient, tout ce qui est autour de la créativité, de redonner du sens. Je pense que c'est vraiment passionnant. Et, euh, et moi, j'y crois beaucoup de jouer sur tous ces leviers pour redonner un peu d'espoir et de perspective et améliorer les choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Comme d'habitude, on est un petit peu en retard, mais voilà, ça fait partie du jeu. Quand on aborde des sujets aussi passionnants, on préfère laisser la priorité aux échanges. Sinon, on peut passer. Vas-y, Inès. Je crois qu'il y avait une question sur justement qui a interrogé à la fois Nina et Noël et Raphaël sur cette question de qu'on est d'accord que le sujet de la RSE et du développement durable, il y a une valence stratégique et il y a une valence de portage, de vision. Et du coup, je pense que c'était une invitation à vous permettre de développer cette idée que vous avez voilà, tous les trois voilà, émise et portée et insufflée. Moi juste, hein, je réagirais, hein. Je pense qu'à partir du moment où on pense écologie pour notre environnement, forcément il y a l'humain qui est pas loin. Donc forcément c'est lié. Et puis si on veut prendre soin de la planète, il faut prendre soin des humains. Et puis si on veut prendre soin des humains à l'hôpital, il faut qu'on prenne soin des soignants. Donc après on est dans un voilà, on fait ces passerelles et c'est compliqué de prendre soin de la patient en tapant sur les humains. C'est compliqué. On a deux petites questions. Comment vous avez géré ces unités de développement durable avec le Covid? Ça a dû être un timing qui n'était pas forcément idéal. Alors, juste moi, c'est vrai, je voulais le mettre dans les leviers, dans les freins et leviers. En fait, ça a été bien sûr un frein parce qu'on a fait ce travail en plein boom de l'épidémie. Et en même temps, du coup, on a pu quand même avoir ces réunions assez soutenues. Donc, avec sur un temps finalement plus limité, la présence de pas mal de salariés. Donc, bon, voilà, ça a été peut-être avantage, inconvénient. Bon, et bien sûr, on a fait un pas en arrière sur beaucoup d'utilisation de matériel, mais voilà, je crois que ça n'a pas été un frein complètement, Raphaël. Non, non, je pense que aussi, moi je suis arrivé un peu après, il y avait déjà eu la première vague du Covid. Ça a aussi installé, tout le monde le sait, hein, d'autres habitudes de travail, de communication entre les différents services, entre les directions, avec les directions. Donc, je pense que ça reste dans cette trajectoire-là. Maintenant, il faut qu'on arrive à construire ces modes de fonctionnement dans la durée, à la fois et c'est ce que Noël disait, sur
la manière finalement où on construit des projets d'équipe et des projets de service et des projets pour les institutions. Si la transformation écologique, ça, comme je le disais, c'est à la fois une opportunité parce que ça apporte un souffle positif, un sens à l'action, etc. C'est aussi une nécessité avec des choix lourds à faire pour notre société et nos organisations. Dans un hôpital et ailleurs, on n'arrivera pas à avoir des décisions ambitieuses si les personnes qui font vivre les missions et l'organisation ne sont pas associées, concernées et force de proposition pour construire cette trajectoire. Donc, finalement, c'est à la fois très intéressant, très innovant, mais surtout, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Ou en tout cas, ça ne sera pas à la hauteur ou ça se fera au prix du délitement de nos organisations. Et donc, voilà, c'est à la fois une opportunité, un enjeu d'attractivité fort aussi, parce que les professionnels, je pense que très vite, ils vont choisir d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, d'aller travailler là où il y aura ce type de projet et d'ambition. En tout cas, moi, je le ferai. Et je pense aussi que les patients vont un jour choisir l'environnement qui sera le plus conforme avec leurs attentes, qui prendra en compte aussi le bien vivre à l'hôpital et puis qui sera conforme avec les représentations qu'ils ont pour le reste de la société. Donc, c'est vraiment un enjeu de positionnement et d'attractivité pour les hôpitaux au-delà de tout ce qu'on a pu dire. Et donc, c'est stratégique et donc ça doit être porté à la fois au plus près du terrain et au plus haut niveau des responsabilités, qu'elles soient médicales ou des directions générales pour les CHU. Oui, complètement d'accord avec ce que vous venez de dire et que ce soit, voilà, pour le public, le privé, n'importe quelle organisation. Je crois fondamentalement que ce qui est beau avec ces enjeux qu'on appelle ça transformation écologique, développement durable, c'est que c'est à la fois un enjeu stratégique, quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, quelque chose qui est loin de nous, et à la fois une manière en fait de fonctionner au quotidien. Donc c'est à la fois une boussole et à la fois notre outil pour avancer. Et le but, c'est de faire en sorte que tout le monde contribue à ce mouvement à son niveau, à son échelle, dans ses fonctions. On doit être tous finalement représentants de ces fonctions-là. Le but, c'est vraiment que ces fonctions, pour moi, doivent disparaître en fait. C'est quand on sera tous en fait en incarnation de ces principes dans notre quotidien et dans notre façon de penser et de décider qu'on aura réussi. Juste peut-être une petite dernière question. Comment vous libérez du temps en interne pour les groupes de travail sur la transformation écologique ou le développement durable? Difficilement. Je veux bien essayer d'y répondre parce que Noël m'interpelle fréquemment sur ce sujet. Je pense finalement, il faut regarder derrière nous. Dans les hôpitaux et ailleurs, c'est des personnes comme Noël Bernard ou d'autres qui, je pense, sont des personnes convaincues, militantes et donc qui ont pris sur elles d'être un peu pionniers et de se rajouter ça par-dessus tout le reste. Aujourd'hui, il y a quelques fonctions qui sont professionnalisées. Nous, on a une ingénieure en charge de la transformation écologique. Moi-même, j'y consacre un peu de mon temps le plus possible. Et le reste, après, c'est encore des personnes qui vont se rajouter ça ou en fonction du bon vouloir du chef de service ou du cadre, de libérer les personnes pour y participer. Je pense qu'on ne va pas créer, ça ne serait pas raisonnable de se dire qu'on va bloquer du temps de X médecins, de X cadres, X infirmiers pour faire ça. Donc l'enjeu, c'est ce qui vient d'être dit pour moi, c'est que finalement, on considère aujourd'hui et il faut qu'on arrive à s'organiser de cette manière, que dans le fonctionnement d'un service, dans le projet du service, dans le projet d'une direction, dans le fonctionnement d'une direction, ça fait partie des objectifs comme prioritaires et donc ça doit être complètement intégré dans la manière de travailler, de s'organiser, de faire vivre le service. Et qu'on ne soit plus sur cette question de prendre du plus, mais que ça soit complètement intégré dans notre fonctionnement. Je sais que ce n'est pas facile, notamment dans une période de tension, mais il faut qu'on ait cet objectif-là. Et demain, je me dis, ou assez vite, il faudrait qu'un chef de service, un cadre du service, finalement, il intègre ça complètement dans la définition du projet de service, dans le fonctionnement de l'équipe, et que ça devienne quelque chose de complètement automatique. En tout cas, pour moi, c'est l'objectif. Et on essaye, je pense, à travers les unités durables et d'autres actions, d'infuser pour que
pour que ça devienne un réflexe et que ça intègre nos missions. Moi, je rajouterais juste cela, hein, que dans nos unités de soins, on a par exemple des référents douleurs. Eh bien, et là, j'en ai déjà parlé au directeur des soins, mais il faut qu'il y ait un temps dévolu. On a écrit une fiche de poste pour le référent unité durable, comme on a une fiche de poste pour l'ambassadeur. Donc, c'est sur le temps, ça doit être sur le temps professionnel. Donc, ça, c'est vraiment important de l'incarner. Et puis, la deuxième chose, quand on interroge des salariés qui sont très, très investis, ils disent finalement que c'est pas tellement plus de contraintes. C'est-à-dire que finalement, jeter dans la bonne poubelle, c'est voilà. Au quotidien, ces actes ne demandent pas plus de temps. Alors bien sûr, l'organisation, etc., peut en nécessiter, mais forcément, c'est pas plus de temps. Et il y en a même qui disent que il y a une des expériences où une des collègues a revu complètement, pour être écologique, elle a revu l'organisation de ses congélateurs. Et finalement, les salariés gagnent du temps parce que ça a été revu. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que je pense qu'un professionnel motivé et content d'être là, il fait plutôt plus qu'un salarié qui est absent. Donc je pense que la question de l'attractivité et de ce sens dans le quotidien est vraiment extrêmement importante. Mais on est d'accord qu'il faut que ce soit intégré dans le temps professionnel. Ça nous fait une bonne transition vers les 3 petits pas pour se lancer dans vos établissements si vous ne vous êtes pas encore lancé. Alors, comme d'habitude, on fait les 3 petits pas au pas de course, justement. Mais on a essayé avec nos guest stars de trouver 3 petits pas, parce que c'est vrai que souvent on met à l'honneur des organisations qui sont pionnières, qui sont soit dans d'autres secteurs, soit dans notre secteur, qui sont premiers de cordée. Et on s'est dit, voilà, c'est quoi les 3 petits pas à l'échelle de chacun qui nous regarde pour mettre le pied à l'étrier, que ça soit dans votre fiche de poste ou pas. Alors le premier petit pas, il se retrouve avec un certain nombre de webinaires et c'est intéressant de voir les passerelles, c'est d'aller chercher des partenaires, de pas rester seul sur ces sujets-là, de pas s'isoler. Et du coup, de s'appuyer sur des pairs motivés. C'est pas la peine de s'épuiser à aller convaincre forcément dans sa ligne hiérarchique à soi ou dans son équipe à soi si l'appétence elle est pas là, la motivation elle est pas là. Il faut peut-être le laisser pour un deuxième temps une fois qu'on a réussi à arriver jusqu'à la preuve du concept. En deuxième recommandation, la question de la pluridisciplinarité, et ça, on y revient très souvent dans nos webinaires, c'est-à-dire de ne pas rester dans un entre-soi et dans la même manière de penser, même si parfois ça peut être notre réflexe, d'aller chercher voilà, des disciplines différentes, des postures différentes, des points de vue différents, de l'hétérogénéité, justement pour arriver à avoir de la créativité. On sait qu'en littérature, une des clés de la créativité et de la capacité à générer des idées multiples, elle est dans l'hétérogénéité des profils autour de la table. Donc voilà, de mélanger soignants, administratifs, externes, patients, aidants, parce que c'est là où est le potentiel d'innovation, c'est en première ligne dans cette hétérogénéité-là, malgré parfois des réticences ou des habitudes culturelles où on ne se parle pas, où on se parle quand tout a été déjà ficelé et qu'on est plus dans des questions de stratégie. En troisième thématique, de faire confiance au terrain. Et là aussi, ça se retrouve beaucoup avec des messages forts de nos webinaires. C'est-à-dire que c'est quand même au plus près des usages, sur la première ligne, qu'on va trouver la capacité à trouver les solutions. Et donc, du coup, c'est ce présupposé qu'on partage avec nos invités aujourd'hui et dans les autres webinaires, c'est de dire, contrairement à certains modèles d'innovation ou de recherche et de développement, où on a tendance à se dire que les bonnes idées, les solutions, elles sont tout près de la porte du DG. Au contraire, là, c'est de partager le présupposé qu'on est dans d'autres modèles d'innovation, des modèles beaucoup plus distribués, beaucoup plus horizontaux, où le potentiel d'innovation, il est au plus près des usages. Et c'est donc là, alors là, l'exemple Noël de la bassine, on ne pouvait pas trouver mieux, mais que c'est justement au plus près de ces usages-là qu'on va trouver le potentiel d'innovation. Et que du coup, le métier des managers, des dirigeants, des organisations voilà, des décideurs au plus haut niveau, c'est de favoriser l'émergence de cette créativité, de favoriser justement ce rapprochement aux usages et au terrain. On a Bernard Jourdain qui du coup est dans l'audience, qui est aussi un des précurseurs, un des pionniers du développement durable à l'hôpital en France, qui nous dit qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion et une personne si possible dédiée à la RSE pour vraiment emporter les actions. Et que s'il n'y a pas forcément de temps dédié, c'est vraiment indispensable que la direction se positionne et engage l'établissement, y compris par ce temps-là.
pour vraiment pouvoir porter les actions, coordonner, accompagner les équipes, etc. Alors, quelques ressources avant de vous laisser. Donc voilà, le guide des unités durables. Vous pouvez vous mettre en contact avec le CHU de Bordeaux pour en recevoir un exemplaire et l'utiliser dans votre établissement. On voit que la région de Nouvelle-Aquitaine est très dynamique. Donc, il y a une association Agir pour le développement durable en Nouvelle-Aquitaine qui est très dynamique et fait beaucoup de choses. L'ANAP se positionne aussi beaucoup sur le sujet avec un observatoire du développement durable et je crois de mémoire une possibilité pour eux de financer du temps de coordonnateur du développement durable. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que j'ai lu ça. Et puis après, des ressources en anglais. Alors là, il y a pléthore de ressources. Le NHS partage pas mal de ressources, donc, notamment sur leur page Greener NHS. Il y a le réseau Global Green and Healthy Hospital et le réseau Healthcare Without Harm qui proposent des centaines de ressources, de challenges, etc. Et puis il y a la Fédération internationale des hôpitaux IHF qui a créé un centre du développement durable à Genève pour justement les leaders du monde de la santé. Et puis donc sur la plateforme en ligne de Dialoguels, on a plusieurs études de cas qui sont consacrées au développement durable avec un hôpital vert au Japon et un EHPAD vert aux Pays-Bas. Voilà, Inès, tu veux dire le mot de la fin? Alors le mot de la fin, je pense qu'il va revenir à nos guest stars. En tout cas pour nous, voilà, un grand merci parce que c'était chouette de vous avoir dans cette aventure, tant à nos invités qu'à ceux qui nous suivent dans le webinaire aujourd'hui et dans les 5 épisodes précédents. Et du coup voilà, c'était un plaisir pour Émilie et moi. Émilie, j'imagine que tu me rejoins. On est ravis d'avoir réussi à organiser ces aussi webinaires sur des thèmes aussi passionnants avec des experts formidables. Et puis, donc, on a décidé de se relancer à partir de janvier prochain, donc sur des thèmes à identifier. N'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous voulez faire partie des experts. On va essayer de refaire ça. Et puis, on a aussi l'objectif ambitieux d'écrire une petite synthèse pendant l'été sur tout ce qu'on a appris de ces webinaires. Donc, on verra en septembre si on réussit à aller au bout de cette ambition. Voilà. Et peut-être un petit mot d'encouragement de la part de nos guest stars. Si vous avez un mot à passer à nos entrepreneurs qui nous suivent, lequel ce serait? Moi, je dirais, l'autre jour, j'ai présenté le sujet auprès de jeunes, de futurs infirmiers. Et j'ai eu ce mot absolument merveilleux d'une étudiante qui m'a dit « Tenez bon, on arrive ». Voilà. Ah, bah, super. Je rebondirais là-dessus. Je crois que ce qui est très très important quand on se lance dans ce type de mission, que ce soit à temps plein, de volontaire ou autre, c'est vraiment de garder et de nourrir son optimisme, pas de se forcer à être dans la positivité, mais essayer vraiment de s'entourer, de garder en fait une ouverture et de voir comment transformer une difficulté en opportunité, en apprentissage, parce que sinon on s'épuise. Donc voilà, nourrir son optimisme. Et j'aurais pas une aussi belle formule, mais je pense vraiment qu'il faut pouvoir construire et conduire cette transformation écologique dans un esprit d'alliance avec entre les fonctions de direction administrative technique et puis avec les équipes médico-soignantes. Et s'il n'y a pas cette mobilisation des soignants et médicales qui sont complètement associés dans la définition des actions, des objectifs, on ne pourra pas être aussi ambitieux qu'on devrait l'être. Et voilà, j'insiste sur cette nécessité dans la méthode de travail et le fait que voilà, on doit maintenant passer à une logique de transformation écologique et de laisser derrière nous le développement durable. Merci beaucoup, merci pour vos actions et puis merci d'avoir participé à notre dernier webinaire de la saison. Et on vous dit à tous à bientôt. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À très vite. Merci. À la suite. À bientôt.